Donc, je suis Marion Tellin, je suis aujourd'hui coach professionnel certifié et équicoach. Donc, j'accompagne également avec les chevaux et également un petit peu formatrice. Et d'où je viens, j'ai un parcours assez classique et j'ai fait un peu plus de 10 ans dans le salariat, dans un environnement start-up innovation, avec voilà, plusieurs casquettes, principalement du commercial B2B, de la gestion d'équipe et du management. Qui sont tes clients aujourd'hui, tes clients principaux dans ton activité? Alors aujourd'hui, j'interviens principalement dans le monde du B2B, donc plutôt auprès d'entreprises et différentes formes d'organisation. Hein. Ça peut être aussi des organismes privés, des associations, etc. Donc plutôt l'univers professionnel, avec pour vocation d'accompagner soit en individuel des personnes, mais également des collectifs, donc des équipes, qu'elles soient fonctionnelles ou des équipes projets, par exemple, et également des organisations, c'est-à-dire accompagner tout le système, en fait, en le regardant dans sa globalité. D'accord, donc tu accompagnes des individus, des équipes, des organisations vers une transformation. C'est quoi le bout du chemin? C'est dans quelle direction que tu les accompagnes? Alors, le métier, c'est vrai, de coach professionnel, une fois que tu le développes, en fait, tu peux intervenir à plein de niveaux. À la base, c'est plutôt un métier qui vise la performance, soyons honnêtes, et plutôt la performance individuelle. Parce que bon, il y a des réalités économiques qui sont celles qu'elles sont. C'est vrai que moi, ma vocation première, elle est bien sûr de favoriser la performance, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, effectivement, je suis plutôt dans un souhait d'accompagner des transformations, parce que je pense qu'il est nécessaire, au vu de toutes les réalités qui nous entourent aujourd'hui, que les entreprises se transforment dans leur manière de fonctionner, que ça aille du recrutement à comment elles s'organisent à l'intérieur, comment elles font évoluer leurs salariés, quelles pistes elles leur donnent en termes de transformation aussi personnelle. Et donc, c'est pour ça que mon but, c'est d'accompagner ces grands mouvements, que ce soit auprès de TPE, PME, mais aussi des grands groupes, en fait, et à tous les échelons. Quelles sont les tendances que toi, tu arrives à observer, peut-être les soft skills qui sont importants de développer en 2023 dans le monde du travail? Alors, déjà, c'est un premier point ce que tu soulèves, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la partie soft skills est devenue finalement beaucoup plus centrale. Avant, on apprenait un métier, un savoir-faire, plus ou moins manuel, et c'est vrai que en France, on a connu l'évolution des services avec des métiers effectivement de moins en moins concrets. Donc ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, en fait, on n'en est plus là, on en est vraiment à en termes de marché du travail, une vraie mise en avant de compétences de savoir-être, donc les fameuses soft skills. Pourquoi? Parce que les futurs métiers de demain n'existent pas encore et que finalement, ce qui va permettre aux personnes d'évoluer et bien sûr de prendre du plaisir, parce que ça fait aussi sens aujourd'hui que de chercher à s'épanouir dans son travail, ça va être leur capacité à évoluer et à se positionner dans ce marché mouvant. Et donc, pour moi, un des soft skills qui est assez essentiel, c'est justement cette capacité d'adaptation, d'être en mesure, en fait, de savoir se réinventer. Et on parle, voilà, de reconversion. Moi, ça a été mon cas. Je suis redevenue débutante. Et donc, ça génère pas mal de choses, en fait, de le vivre à des âges qui sont pas forcément ceux attendus socialement. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que d'un point de vue plutôt relationnel, il devient indispensable d'être à minima connecté à ses émotions. Alors, on parle beaucoup de bienveillance, d'empathie. Moi, je le vois dans la globalité de ce que j'appelle la fluidité émotionnelle, c'est-à-dire être capable en entreprise d'être en connexion à soi et aux autres, parce que sans rentrer dans un extrême ou dans l'autre, ça reste un milieu d'échange, l'entreprise. Et je pense qu'à tort, on a un petit peu trop poussé le curseur sur voilà un côté assez, et notamment quand on monte dans les échelons, d'être un peu fermé, fort, voilà, de représenter une forme de leadership qui en fait aujourd'hui n'a vraiment plus de sens. Donc c'est voilà cette capacité à être fluide dans ses émotions, les vivre, les connaître, les accueillir, et de la même manière chez l'autre. Et ça me semble aujourd'hui vraiment primordial. Ok, donc pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu penses qu'on peut exprimer ses émotions en entreprise? Alors, je pense que c'est possible. Je pense que ce n'est pas possible partout et n'importe comment. C'est-à-dire que c'est à la fois, pour moi, deux aspects. C'est déjà comment je le fais. Et c'est vrai qu'il y a un cadre à accueillir aussi, puisque le monde professionnel, en tout cas en France, c'est pas le cas partout, mais sépare souvent le pro, le perso, etc. Donc, on va dire qu'il y a ces codes-là à respecter, mais pour autant, dans de plus en plus d'environnements aujourd'hui, il est possible, oui, de pouvoir dire ce que l'on ressent, parce qu'en fait, une émotion, à la base, c'est
un signal sur ce que l'on ressent qui est là pour nous dire quelque chose sur un besoin. Et ça ne fait pas de sens pour moi que de se dire que quand je suis en entreprise, au travail, je vais me couper de mes besoins parce que c'est pas le lieu. Ben non, au contraire. Et je pense que toute la crise qu'on a connue de sens et qu'on connaît toujours d'ailleurs dans le milieu professionnel, l'explosion de burn-out, de souffrance de manière générale sont liées justement à la non-écoute et le non-accueil des émotions et donc des besoins des personnes. Donc c'est possible. Maintenant, je pense que ça dépend des environnements et ça s'accompagne. Et c'est aussi, en tout cas, c'est pour moi le cœur de mon métier dans les transformations, c'est ça, c'est d'amener finalement la capacité à chacun à s'ouvrir, à pouvoir être en échange d'un point de vue émotionnel, sans que ça soit un problème, sans qu'il y ait de gêne, etc. Parce qu'en fait, c'est tout à fait possible, tout en restant professionnel, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est qu'une histoire de vision du monde, en fait. À ton avis, ça ressemble à quoi les métiers de demain? C'est une bonne question. Moi, je viens du monde du digital. Enfin, ma carrière, je l'ai fait dans une start-up qui avait un peu deux volets, numérique et puis économie de partage. Donc déjà, moi, j'ai vu l'explosion de l'économie de partage. Je pense que ce n'est que le début, c'est-à-dire qu'on a partagé. Donc moi, à l'époque, j'étais dans les véhicules, donc la voiture, hein, et puis de fil en aiguille, il y a de plus en plus de choses qu'on partage. Ça, je pense que c'est une piste, et notamment pour soutenir nos enjeux d'un point de vue sobriété. Ça me semble essentiel aujourd'hui, voilà, si on a envie d'avoir moins d'impact et d'être plus sobre et de décarboner aussi nos économies, de commencer à pousser de plus en plus ces solutions de partage-là. Donc ça, je pense qu'il va y avoir pas mal d'opportunités là-dessus. Après, c'est vrai que pas mal annoncent aussi sur la partie digitale des nouveaux métiers, notamment, j'en parle parce que je sais que tu as un podcast et j'en ai un aussi. Dans l'univers du podcast, tu vois, maintenant, on parle même de gestionnaire de podcast en entreprise, en gros, peut-être des nouveaux métiers issus des nouveaux médias de communication qui vont être certainement aussi des pistes pour toucher des personnes d'une autre manière et puis amener peut-être aussi du contenu qui permette typiquement de laisser de la place à de l'échange, à du contenu, à vraiment quelque chose de qualité, quoi. Donc voilà, en tout cas là comme ça, c'est ce qui me vient. Et dans mon monde, en tout cas dans tout ce qui est métier de la relation d'aide, je pense que il y a encore des métiers à inventer. Je te parlais avant qu'on démarre d'Equicoaching, tu vois, aujourd'hui c'est un métier qui est très peu connu en France. Donc le fait de pratiquer du coaching assisté par le cheval. Et je pense qu'on n'est qu'au début de ces pratiques-là, de médiation animale en général. Il y a beaucoup de choses à explorer et à faire vivre surtout pour aider les personnes. Quelles sont les grandes transformations dans le secteur dans le milieu du travail, du recrutement, que tu peux observer? Est-ce qu'il y a des choses qui s'accélèrent depuis la crise du Covid, par exemple? Oui, bien sûr. Déjà, évidemment, les modalités de travail. Et en fait, ça, c'est une évidence avec la montée du télétravail. Mais ce que j'observe surtout, c'est que du coup, ça a mis en fait en exergue les difficultés de communication et de relation. Qu'avaient en fait déjà les équipes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment à réinventer comment on manage en tant que manager son équipe, qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, comment on crée du lien avec des personnes qui ne sont pas tout le temps là, tout en même temps, etc. Donc il y a cet aspect-là. Et après, il y a aussi un aspect en termes de recrutement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché du travail sur certains postes est extrêmement dynamique et en fait, les entreprises ont beaucoup de mal à recruter et à fidéliser les talents. Et là, c'est pareil, je pense que les politiques RH ont besoin de se réinventer pour permettre aux personnes de continuer à se développer, parce que c'est vraiment un des besoins, au-delà du sens, bien sûr, dans leur métier, tout au long de leur avancée et de leur carrière, en fait. Et ça, je pense que il y a des entreprises qui commencent à le voir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles font appel à des personnes comme moi, mais ça reste encore une minorité. Parce que souvent, on voit la partie accompagnement, que ce soit du coaching ou autre, comme en cas de problème, en cas de crise, en cas de quand vraiment, c'est un petit peu déjà trop tard, quoi, quelque part. Et moi, je me dis qu'en fait, comme sur beaucoup de métiers, c'est pas tant le curatif qui compte que, au contraire, comment on pose dès le départ les bases, en fait, d'une collaboration saine et permettre aux personnes d'avancer, d'évoluer, de grandir, finalement de développer leur potentiel au fur et à mesure qu'elles contribuent évidemment au projet de l'entreprise et à la croissance de l'organisation. Oui, on voit, en tout cas dans les articles dans la presse, que les nouvelles générations, elles ont un rapport au secteur du travail et du recrutement qui est très particulier, avec donc une recherche de sens très, très poussée, un besoin
pour beaucoup d'entre eux d'avoir un impact écologique important, enfin en tout cas d'avoir ces questions-là qui sont prises en considération. J'avais vu un pourcentage assez ahurissant aussi de génération Z qui n'envisageait pas de postuler dans un poste où il n'y aurait pas une possibilité de télétravail. Oui. Bon, tout ça, c'est des petites tendances de fond. Si on est une entreprise qui a du mal à fidéliser les jeunes ou à fidéliser ses collaborateurs, comment est-ce qu'on peut remettre en question sa politique RH? Ben, pour moi, déjà, ça part de savoir quels sont les besoins. Parce qu'en fait, souvent, les personnes qui décident ou qui prennent des décisions sur ce type de sujet-là, ben, sont complètement, en fait, déjà ne sont pas issus de cette génération et surtout sont décorrélés, en fait. Et ce que j'observe moi le plus, c'est que, en fait, la plupart du temps, des décisions sont prises déjà sans poser la question du besoin. C'est quels sont les besoins. Donc, tu en as listé quelques-uns. Et c'est vrai que moi, je suis au contact de cette génération, notamment dans mes interventions dans certaines écoles. Quand je leur demande combien de temps ils se voient rester dans leur premier job, franchement, si on passe les 2 ans, c'est un miracle. C'est-à-dire que pour eux, il y a le sentiment d'appartenance ou de quoi que ce soit de l'ordre de « oh, je dois y rester pour » n'existe plus. Elle ne cette génération ne se sent pas redevable, en fait, dans l'absolu, parce qu'elle a vu d'autres générations, dont la mienne, se sacrifier, en fait. Et aujourd'hui, pour eux, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est vrai qu'il y a, je pense, un besoin déjà pour les entreprises, les organisations, en fonction de leur secteur et de leur métier, bien sûr, d'aller sonder qu'est-ce que leur métier veut dire pour ces générations et quels sont leurs besoins. Donc vraiment repartir à la base de ce qui fait sens et après rester ouvert, c'est-à-dire qu'en fait, souvent le problème de toutes ces politiques, c'est que ça reste assez rigide. Et donc, même, tu vois, le télétravail qui est parti d'une contrainte sanitaire, derrière, on est venu mettre du cadre, de la rigueur. Oui, voilà, faut que ça soit pas 2 jours ou 3 ou pas le lundi ou le vendredi. Et on a perdu le sens qui était en fait d'offrir de la flexibilité aux collaborateurs. Et c'est ça qui est un peu dommage. Donc, c'est finalement repartir de la base, trouver des formes de contrats qui restent ouverts et flexibles. Et c'est ça, je pense, qui a réinventé dans la relation, contrat relationnel entre salariés et dirigeants et entreprises, donc derrière, voilà, trouver quelque chose qui reste adaptable et pourquoi pas même presque au cas par cas, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est toute la difficulté des grosses organisations, c'est qu'elles ne savent pas faire, en fait. Donc, d'où le besoin de se parler, de se rencontrer et de créer des espaces nouveaux dans lesquels on va pouvoir mettre en mouvement ces personnes avec des processus d'intelligence collective et autres pour qu'émergent ces nouveaux contrats. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui se co-construit. D'accord. Tu parles de nouveaux contrats qui émergent, tu veux dire quoi par là? Par exemple, sur une politique RH, tu vois, au lieu que ce soit pensé par l'ARH, le COMEX, les dirigeants ou autres, ça puisse être issu d'ateliers, de travaux, de co-construction, que ce soit du CODEV ou autre, avec les parties prenantes, en fait, qui vont être les salariés qui vont demain vivre ce qu'on va leur demander, quoi. Parce que souvent, le problème, c'est que c'est descendant et c'est du coup vécu. Et moi, je l'ai vu notamment avec le télétravail, hein, comme quelque chose qui n'est pas juste, en fait, qui est imposé sous prétexte de quelques exceptions dont on veut être sûr que le comportement ne sera pas négatif. Du coup, on verrouille pour tout le monde, alors que en fait, la majorité des gens, en fait, c'est aussi derrière la vision de est-ce que je pense que mes collaborateurs sont responsables et autonomes? Et si oui, je les traite comme tels, en fait. Et moi, mon métier, c'est de favoriser l'autonomie et la responsabilité. Donc, c'est partir du principe que les gens savent prendre des décisions, sont autonomes pour les prendre et en fait, savent être responsables. Mais encore faut-il qu'on les mette dans cette position-là de responsabilité. Donc, celle de pouvoir faire des choix, d'en assumer les conséquences, etc. Mais si tout est décidé en haut dans des instances qui n'ont rien consulté, n'ont pas conscience des besoins, etc., de toute façon, ça peut rien générer de positif. Dans ce que tu évoques, ça me fait penser à l'entreprise libérée ou à ces nouveaux styles de bien sûr. Oui, tout à fait. Ça fait partie des modèles. Et Frédéric Laloux, qui avait bien sûr écrit sur le sujet, il faisait partie des précurseurs à l'époque, de réinventer effectivement. Quand je parlais le contrat, c'est le contrat relationnel aussi, que ce soit pas que le contrat de travail, mais qui unit un salarié et une entreprise. C'est vrai qu'avant, c'était assez figé, quoi. Je venais, je travaillais un nombre d'heures bien précis pour une rémunération et globalement quand même, il fallait plutôt que ce soit difficile ou en tout cas dur ou en tout cas il y avait cette notion de connoter au monde du travail. Aujourd'hui, c'est vrai que les attentes sont complètement différentes et il y a à réinventer effectivement l'organisation et à l'intérieur comment elle fonctionne.
Parce que notamment dans une entreprise libérée, on n'a pas la pyramide hiérarchique classique. Pour autant, il y a bien des décisions qui doivent être prises et des responsabilités qui doivent être assumées. Et ça, en fait, c'est effectivement perturbant pour des entreprises qui ont envie de se transformer, mais qui ne savent pas comment faire. Et ça s'accompagne. Et surtout, ça s'accompagne dans la durée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer du jour au lendemain, sous prétexte, ça se voit aussi dans certains secteurs, enlever telle ou telle couche managériale et se dire ça y est, c'est parti, on a réinventé. Non, en fait, c'est un peu plus profond que ça. Et ça part pour moi d'une vision globale à très long terme et on descend petit à petit jusqu'au plan d'action opérationnel, quoi. Et tout ça, ça s'accompagne pour s'assurer qu'on soit aligné par rapport au projet de l'entreprise, aux valeurs, etc. Donc, du coup, dans ce que tu évoques, il y a beaucoup de changements et de transformations qui ont lieu dans ces organisations, qui se remettent en question. Mais tout changement et toute transformation remet en question inévitablement et indirectement chaque individu de l'organisation. Certaines personnes, et notamment dans des générations qui nous ont peut-être un peu précédées, s'identifiaient beaucoup à leur statut. Enfin, moi, je dis souvent, nos grands-parents s'identifiaient à leur métier. Ils étaient paysans, ouvriers. Oui. Nos parents s'identifiaient plus à leur statut. Ils étaient cadres, chômeurs Oui. était un statut, presque une identité aussi. Oui, tout à fait. Comment on définit l'identité professionnelle aujourd'hui si on reste pas plus de 2 ans à un même poste, sur un même métier? Qu'est-ce que tu Une super question. Là, je pense que tout est encore à écrire. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je ressens au contact de cette nouvelle génération, c'est que leur identité professionnelle n'est qu'une partie de leur identité globale. Et en fait, c'est plus une histoire d'alignement de leur choix de vie au sens large. Et à l'intérieur, il y a évidemment une casquette professionnelle, mais dans laquelle ils mettent des choses aussi différentes. C'est-à-dire que le travail peut être rémunéré, non rémunéré, peut être engageant, moins engageant. Enfin, et là, ça ouvre le champ à toutes les possibilités de contractualisation qui existent, de format, de statut, etc. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus fluide qu'avant où il y avait vraiment ces deux casquettes, quoi. Je suis dans le monde pro, je suis dans le monde perso. C'est comme si on voulait séparer les gens. En fait, les personnes sont une seule et même personne. Et il y a un concept que j'aime beaucoup de Vincent Lennart qui est la colonne vertébrale de l'identité. Et en fait, il définit notre identité comme voilà plusieurs vertèbres qui partent du professionnel jusqu'au spirituel. Et avant, effectivement, le monde professionnel, on était dans des vertèbres bien particulière. Aujourd'hui, en fait, on navigue. Et c'est plus une histoire de fluidité, d'être capable d'alimenter chacune de nos vertèbres et de rester aligné, si on prend l'image de la colonne, tout ça, en fait, par le sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens pour moi dans la vie en général ? Et en fonction de là où j'ai envie de contribuer, ce qui me motive, etc., je vais faire des choix pour la partie professionnelle, mais également personnelle, et tout ça va se réimbriquer. Donc, je pense qu'il y a encore effectivement un nouveau chapitre à ouvrir sur comment on se définit professionnellement. Et moi, la première, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, je sais pas répondre à cette question. Tu vois, j'ai fait un peu l'exercice et en fait, j'aurais pu rajouter encore plus tout à l'heure parce que c'est plus aussi évident que de définir une seule et même casquette. Tu vois, je suis plein de choses et globalement, je suis surtout un potentiel en développement, comme chacun d'entre nous. Et donc, je saurai demain peut-être des choses que je suis pas encore aujourd'hui, etc. Donc, ça demande aussi à réouvrir un peu notre manière de mettre les gens dans des cases, ou en tout cas de les positionner à des endroits dans leurs identités professionnelles. Je pense qu'on est beaucoup plus que ce que l'on peut dire et faire, et ouvrir ça, ça laisse aussi les personnes pouvoir naviguer vers ce qui fait sens pour elles, quoi. Peut-être pour finir cette conversation, quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui est dans une phase de recherche d'emploi en 2023 ? Par où commencer ? Comment aborder un nouveau chapitre d'une vie professionnelle en cours ? Moi, c'est vrai que là, je parle de mon expérience et des clients que j'ai accompagnés sur ce sujet. Je partirai d'abord de qu'est-ce qui fait sens. Si on choisit de changer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne nous satisfaisait plus. Mais c'est important d'aller un peu plus loin que ça, quoi. C'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, etc. Et après, du coup, c'est vrai que
on ne cherche plus vraiment du travail de la même manière. Bien sûr, il y a toujours des offres, etc., qui peuvent passer. Mais moi, ce que je privilégie plutôt, c'est d'aller au contact de là où on aimerait travailler. Soit des personnes qui travaillent là où on aimerait travailler ou qui font le métier qu'on aimerait faire. Et moi, quand je me suis reconvertie, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allée parler à des personnes qui faisaient ce que je rêvais de faire à l'époque. Et je me suis rendu compte que d'ailleurs, c'était pas forcément ce que j'imaginais, ce qui m'a permis de réaffiner petit à petit là où je voulais être. Et après, d'oser directement se présenter, en fait. Aller finalement amener ce que l'on peut apporter à l'organisation. Donc, être peut-être dans une démarche un peu plus proactive que ce qu'on a connu par le passé. Pour se démarquer, mais aussi pour quelque part, je parlais de responsabilité tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est se mettre en responsabilité de sa recherche, c'est aussi oser aller se présenter et parler de soi, quand bien même il n'y a pas forcément d'offres. Et il y a plein de secteurs dans lesquels aujourd'hui les organisations sont en transformation. Donc, en fonction d'un profil et d'une personne dont elles sentent qu'il y a un potentiel qui peut être intéressant, l'organisation peut aussi s'adapter pour l'accueillir. Donc, je pense qu'il faut un peu plus peut-être d'audace et de démarche vers que ce qui pouvait se faire par le passé. Super. Tu as mentionné tout à l'heure que tu avais un podcast. Il s'appelle comment ? Comme mon entreprise, La Fabrique à rêves, au sein du... Donc, si on veut en savoir un petit peu plus, on peut aller t'écouter sur ce podcast. Et merci beaucoup, Marion, pour tout ça. Merci à toi. Et à très bientôt. Au revoir.